Bien, merci d'avoir patienté. On va pouvoir clôturer cette première journée de congrès. Le ministre est avec nous, le président de l'UMI aussi. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais. C'est bien, vous êtes nombreux. Monsieur le ministre, monsieur le député, madame la présidente de la communauté urbaine, monsieur le maire, monsieur le préfet et madame la sous-préfète. Monsieur le ministre, vous nous faites l'honneur de votre présence le premier jour de notre congrès. Laissez-moi vous dire combien nous sommes sensibles à votre venue aujourd'hui parmi nous. Je vois ici une preuve de relations constructives que nous avons nouées depuis votre nomination. Vous avez devant vous les hommes et les femmes, chefs d'entreprise, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, établissements du monde de la nuit, de toute la France. Ils représentent notre profession dans toute sa diversité. Ce 65e congrès de l'UMI est intitulé « Quand le tourisme gagne, c'est la France qui gagne ». Pourquoi ce thème que nous avons porté durant toute la campagne présidentielle? Pourquoi ce thème au congrès des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et exploitants d'établissements de nuit? Pourquoi, monsieur le ministre? D'abord parce que les entreprises de notre secteur réalisent 60% du chiffre d'affaires du tourisme. Je sais que cela ne vous désétonne pas, car vous connaissez notre importance dans l'activité touristique. Ensuite, parce que nous sommes un maillon important de la chaîne d'accueil touristique. Et enfin, parce que nous nous inscrivons dans ce mouvement général de restructuration des branches. C'est pour ces raisons que nous participons activement au comité interministériel du tourisme que vous pilotez, monsieur le ministre, avec le Premier ministre. Je vous remercie d'y avoir confirmé notre juste place en nous associant à ces travaux. C'est la première fois que le tourisme bénéficie de l'attention de tous ces ministères. Monsieur le ministre, je vous demande vraiment de croire au long travail de pédagogie qu'il nous a fallu pour faire reconnaître le tourisme comme une activité économique essentielle de notre pays. Le tourisme amène en France plus de 85 millions de visiteurs. Il représente plus de 8% de la richesse, ou près de 8% de la richesse produite. Il réduit de 10 milliards le déficit de notre balance des paiements. Je crois que c'est un point qui mérite d'être rappelé. Pourtant, nous avons dû, et nous n'avons pas fini, de nous battre et d'argumenter pour que l'on comprenne que le tourisme est un trésor sous-exploité pour la France. Mais ce n'est pas une rente. C'est un contexte où la concurrence se multiplie et se mondialise. Une politique ambitieuse et volontariste est indispensable. Pour conforter notre rang, il faut promouvoir nos destinations, monsieur le ministre. Nous attendons beaucoup de la mission que vous avez lancée pour trouver un financement pérenne de la promotion de la destination France à hauteur de 100 millions. Pour conforter notre rang, il faut aussi améliorer les infrastructures, garantir un environnement accueillant pour les touristes et aussi offrir aux entreprises le cadre qui leur permet de rester compétitives en investissant continuellement. Oui, nos entreprises ont besoin d'un cadre fiscal et réglementaire stable et favorable. La plupart des dirigeants des TPE, PME dans nos métiers sont affiliés au RSI qui va disparaître. Nous avons critiqué, comme tant d'autres, le fonctionnement erratique du RSI, mais nous resterons attentifs à ce rattachement des indépendants au régime général qui ne se traduise pas par un alourdissement des charges. Je voudrais évoquer un autre point, c'est l'équité du cadre réglementaire et fiscal dont nos entreprises ont besoin. Notre secteur a été confronté violemment ces dernières années à des concurrents issus de ce qu'on appelle l'économie collaborative, voire illégale. Mais je crois qu'aujourd'hui, personne n'est dupe sur ce terme. Si nous sommes favorables à la concurrence,
elle doit s'exercer dans la transparence totale. Les pouvoirs publics, mais aussi l'opinion, en sont aujourd'hui convaincus. Il est admis que les plateformes du type Airbnb ne peuvent plus échapper à un encadrement réglementaire et fiscal. Il est choquant pour tout le monde qu'Airbnb paie moins de 100 000 € d'impôts sur les sociétés. Chaque année, ce sont des centaines de millions qui sont ainsi soustraits aux comptes publics. La loi Le Maire est un progrès très sensible dans le rééquilibrage de la concurrence dans le secteur de l'hébergement. Elle sera totalement opérante quand seront publiés les 2 derniers décrets d'application. Je tiens à vous le dire, Monsieur le ministre, ces 2 décrets sont très attendus par la profession. C'est au prix de ces mesures que nous pourrons nous mobiliser pleinement pour atteindre les objectifs de la politique du tourisme qui vise à accueillir 100 millions de touristes étrangers en 2020. Sans oublier la clientèle domestique qui représente une part majoritaire de la consommation touristique. Je voudrais aussi vous dire que nous restons lucides sur l'objectif de recevoir 100 millions de touristes. Le développement touristique doit concerner tout le territoire. J'ai bien dit tout le territoire. Et attention à ne pas s'exposer à un engorgement qui engendrera à terme des manifestations de tourismophobie et dégradera la qualité de notre offre. D'où la nécessité absolue d'améliorer les dessertes pour répartir les touristes de manière équilibrée sur tout le territoire et d'en assurer la sécurité. En effet, nous sommes convaincus que la politique du tourisme doit rayonner partout, y compris et surtout dans nos territoires ruraux. Tous disposent d'atouts touristiques exceptionnels. On a bien compris, en créant des marques de destination, qu'il existe d'immenses potentialités dans toutes les régions. D'ailleurs, ici, c'est un exemple avec la destination Champagne. Il faut promouvoir une autre façon de visiter la France. À nous, à toutes les instances de la promotion du tourisme, d'inventer de nouveaux thèmes autour de ces destinations. En matière de politique du tourisme, revitaliser ce maillage territorial est une priorité. Pour cela, il faut, et j'insiste là-dessus, Monsieur le ministre, créer un nouveau cadre fiscal et réglementaire au modèle économique de ces petites entreprises rurales. Elles sont nécessairement très fragiles et ne pas hésiter à en modifier les règles, il n'y a plus d'alternative. Comment a-t-on pu décider aujourd'hui, aveuglement, sans concertation, de retirer des préenseignes dans ces zones rurales? On aurait pu éviter d'arriver à une telle situation. Je vous demande, Monsieur le ministre, de rouvrir ces discussions sur le dossier. Pourtant, il y a vraiment des raisons d'espérer. Il existe des énergies dans ces territoires. Ce n'est pas à vous, Monsieur le ministre, que je vais vous l'apprendre. Comme vous, nous sommes convaincus que la ruralité rime avec modernité et développement. C'est la raison pour laquelle nous tiendrons nos assises de la ruralité en avril 2018 à Rodez. Et je compte sur vous, bien sûr, Monsieur le ministre, pour venir inaugurer ces assises. Je souhaite aussi attirer votre attention sur un sujet qui nous préoccupe plus que jamais. Il s'agit de la question de l'emploi et du recrutement. Alors que la France connaît un taux de chômage record, comment est-il possible que notre secteur d'activité peine autant pour recruter? Et je peux vous le dire, ce n'est pas en surtaxant des CDD que nous réglerons nos problèmes de recrutement. Toutefois, nous espérons que la mise en œuvre de la réforme du Code du travail aidera nos entreprises à aboutir dans leurs projets de recrutement. Et nous sommes très attentifs à la réforme en cours de formation professionnelle qui peut être une chance de redynamiser l'emploi. Une de nos préoccupations permanentes est d'assurer la transmission de notre métier en formant les professionnels de demain. Dans notre branche, l'apprentissage constitue la meilleure voie pour accéder au métier et à l'emploi. Nos entreprises demandent 3 fois plus d'apprentis qu'elles n'en forment. C'est d'autant plus regrettable que les entreprises financent pour moitié la formation professionnelle. Et cela justifie que nous soyons pleinement associés à cette réforme. Promotion, emploi, formation, ruralité, sécurité sont nos mots-clés pour 2018. Si nous parvenons à les mettre en musique, nous serons prêts pour les grandes échéances à venir pour la France, que sont la Coupe de football féminine en 2019, la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et nous espérons bien sûr l'exposition universelle en 2025. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur l'UMI, sur la Confédération des acteurs du tourisme, pour que ces événements soient un vrai succès. Ainsi, ensemble, nous pourrons dire, quand le tourisme gagne, c'est la France qui gagne. Merci.
Vous êtes soumis à réélection, là. C'est vous qui l'avez appelé. Bien, monsieur le député, madame la présidente de la communauté, monsieur le maire a dû se retirer, mais j'ai eu l'occasion de le saluer tout à l'heure. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président confédéral, cher Roland Higuy, je dis aussi monsieur le vice-président, cher Hervé Beckham, parce que je ne peux pas m'empêcher d'une référence bretonne auprès de vous, sinon de toute façon il m'en voudrait, donc je le dis, sans que ça gêne quiconque, j'imagine. Messieurs les membres du directoire, mesdames et messieurs les membres de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, je suis heureux d'être parmi vous. C'était pas si simple sur l'emploi du temps. J'étais en Birmanie jusqu'à hier soir et à Marseille ce matin, mais je m'étais engagé et c'est pour moi un plaisir. D'abord un plaisir de venir ici à Reims, ville d'art, ville de culture, ville dont la cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ville si profondément liée à l'histoire de France, centre gastronomique. Les producteurs de champagne font la renommée de notre art de vivre. C'est un facteur d'attractivité exceptionnel, comme en témoigne d'ailleurs l'augmentation remarquable du nombre de touristes venus découvrir les vins et les vignobles français. Et le choix de cette ville d'exception pour organiser votre congrès est pour moi tout à fait symbolique. Symbolique de l'excellence touristique de notre pays, symbolique du fait que nous soyons la première destination touristique mondiale, et c'est un classement que le gouvernement entend bien conforter. Mais avant toute chose, je tiens à vous féliciter toutes et tous pour le travail considérable que vous menez partout sur le territoire national. Les prévisions pour 2017 nous permettent déjà d'espérer autour de 89 millions de touristes internationaux. C'est un très beau résultat qui prouve que nous faisons mieux que rebondir après la difficile année 2016, 82 millions de touristes internationaux, mais nous allons rebondir en 2017 mieux qu'en 2015, puisqu'en 2015, il n'y avait que 85 millions de visiteurs internationaux. Et tout cela, c'est le fruit de vos efforts. Le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration et des établissements de nuit constitue en effet la clé de voûte de notre offre touristique. Sa diversité, ses 650 000 chambres, 170 000 restaurants enregistrés, place le secteur du tourisme, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, parmi les premiers contributeurs à la richesse de la nation. Et notre politique touristique doit donc se faire avec vous. Et c'est pourquoi le Premier ministre, en réunissant dès les premiers mois de son action le Conseil interministériel du tourisme, a tenu à ce que votre groupement y soit associé. Vous vous en souvenez, Monsieur le Président, 17 membres du gouvernement étaient réunis autour de la table, avec les acteurs locaux et les professionnels, et avec en ligne de mire les objectifs que le Premier ministre Édouard Philippe nous a fixés, atteindre la barre des 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2020, c'est demain, et générer 50 milliards de recettes. Il nous faudra conjuguer nos efforts dans la durée avec l'ensemble des acteurs de la filière tourisme. Et pour ce faire, ma méthode se concentre sur 3 axes prioritaires que je vais évoquer avec vous. D'abord, améliorer la contribution des services publics à la qualité de l'offre touristique française. Ensuite, améliorer l'offre touristique elle-même, et pour cela, la structurer davantage. Et enfin, améliorer sa promotion auprès de nos clientèles nationales et internationales selon un double effort de lisibilité et de visibilité. D'abord, la contribution des services publics à la qualité de l'offre touristique. J'entends des critiques
sur le fait qu'il n'existe pas de ministère du tourisme en propre. Et j'espère que ma présence parmi vous aura au moins pour effet de vous confirmer qu'il y a bien un ministre en charge du tourisme. D'abord, il est là. Mais au-delà, ce dont je suis convaincu, c'est que ce dont a d'abord besoin le tourisme, c'est de l'implication de tous les ministères concernés, et ils sont nombreux. Et que l'implication de tous ces ministères suppose qu'il y ait un catalyseur de l'action publique. Et c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre. Je suis donc une espèce de catalyseur. Et j'assume avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, qui m'appuie dans cette tâche, la responsabilité de piloter l'action gouvernementale en faveur du tourisme. Nous sommes donc vos interlocuteurs et vous pouvez être assurés de notre disponibilité pour échanger avec vous, pour connaître vos attentes, pour promouvoir votre action et pour chercher ensemble les solutions les plus pragmatiques pour atteindre nos objectifs. Je suis, ceux qui me connaissent dans mes différentes fonctions antérieures le savent, essentiellement un pragmatique et un opérationnel. Quels sont nos objectifs s'agissant de la puissance publique? En premier lieu, l'État doit tenir un engagement simple. L'ensemble des services publics doivent être mobilisés pour assurer une qualité de prestation au meilleur niveau. En effet, les touristes sont en contact avec les acteurs privés, vous en particulier, mais aussi avec les services publics, et de ce côté-là aussi, il faut que la prestation soit de la meilleure qualité possible. Et le ministère des Affaires étrangères est concerné au premier chef. En effet, pour de nombreux touristes, son réseau est le premier point de contact avec la France. Et l'un des premiers leviers consiste à délivrer plus rapidement les visas. Et nous avons pris l'engagement de délivrer en 48 heures des visas pour de nombreux pays. Cet engagement a été pris récemment. Je constate d'ailleurs dans mes déplacements que cet engagement est tenu. J'étais avant-hier en Inde. Je fais une parenthèse d'ailleurs pour les objectifs que nous donnons des 100 millions de visiteurs internationaux. En Inde, c'est 650 000 visiteurs, ce qui n'est pas suffisamment connu. Et ils se donnent pour objectif, nos services, l'ambassadeur, les équipes qui sont sur place avec Atout France, d'atteindre pour ce pays 1 million de visiteurs. Et ce sont des visiteurs qui ne viennent pas uniquement pour visiter, mais qui viennent aussi pour acheter. Pour cela, il fallait des visas rapidement disponibles et diligentés, et c'est le cas en Inde, comme c'est le cas en Russie, comme c'est le cas en Indonésie, sur tous les pays émergents qui peuvent aujourd'hui entraîner un mouvement vers la France. Et ce dispositif révèle déjà son efficacité. Nous l'avons mis en place il y a très peu de temps. Au 30 septembre, le nombre de visas délivrés est en progression de 22% par rapport à 2016, soit près de 300 000 visas supplémentaires délivrés, donc 300 000 visiteurs supplémentaires internationaux. Outre la délivrance des visas, l'accueil à l'arrivée est également un chantier sur lequel les membres du gouvernement travaillent de concert. Afin de réduire les temps d'attente et les files interminables qui ne sont ni agréables pour les voyageurs ni bonnes pour notre image de marque, le ministère de l'Intérieur déploiera 200 agents supplémentaires pour le contrôle aux frontières avant la fin de cette année. Et nous allons installer 90 nouveaux sas de contrôle biométrique automatisés pour passer la frontière en quelques secondes, au départ comme à l'arrivée, et sont en cours de déploiement, mis en œuvre par le groupe ADP dans les aéroports parisiens, mais il faudra le généraliser. Enfin, et c'est toujours de la responsabilité de l'action publique, nous nous efforçons d'améliorer la connectivité de nos destinations sur l'ensemble du territoire. Et le travail sur la connectivité aérienne en particulier doit se donner pour objectif le développement de nos liaisons internationales vers les dessertes régionales. C'est un sujet qui n'est pas facile, qui entraîne beaucoup de résistance, mais il est indispensable pour irriguer le pays. J'ai bien entendu votre message et la réunion que nous avons eue avec le directoire tout à l'heure le manifestait aussi. Il faut que le tourisme soit un vecteur de développement, et un vecteur de développement, ça veut dire être présent sur l'ensemble du territoire, j'y reviendrai. Par ailleurs, la sécurité constitue
un axe important de notre action. Et vous le savez, les touristes chinois sont particulièrement les cibles de la délinquance de proximité, notamment en Île-de-France. Pour des raisons diverses et variées, il y a une cible chinoise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, certains les connaissent, mais en tout cas, l'État, conscient de ses responsabilités, ne reste pas immobile. Et la préfecture de police vient d'adopter un plan tourisme, notamment pour sécuriser l'autoroute A1 et les grands sites touristiques et éviter ce type de perturbations. Des services publics de qualité sont aussi nécessaires pour assurer la formation des futurs salariés de l'hôtellerie et de la restauration. La qualité de l'accueil en dépend, et je connais les difficultés de recrutement auxquelles vous êtes confrontés. Et vous pouvez être sûr que le développement de l'emploi dans un secteur comme le vôtre constitue une priorité du gouvernement. Et après la réforme du marché du travail en septembre, nous venons d'évoquer certains de ces aspects, nous avons lancé une transformation du dispositif d'apprentissage et de la formation professionnelle. Et le comité interministériel du tourisme du 19 janvier prochain vous donnera l'occasion d'évoquer les enjeux qui sont les vôtres, que nous avons en partie évoqués tout à l'heure. Ça vous permettra d'évoquer ces enjeux devant le Premier ministre, puisque ce sera un sujet majeur. Je conçois bien la nécessité de modifier le dispositif d'apprentissage, de faire en sorte que les référentiels soient plus souples, de faire en sorte que la branche soit plus active, plus présente, et c'est la volonté qui a été exprimée par le Premier ministre et par le Président de la République d'abord, lorsqu'il a été décidé d'engager cette réforme de l'apprentissage. Elle sera au rendez-vous. L'apprentissage, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux de responsabilité, à tous les niveaux de métier dans vos métiers. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de créer la conférence des formations d'excellence du tourisme que nous allons mettre en œuvre pour qu'il y ait un lieu où l'on se parle de l'ensemble des stratégies de formation, pas uniquement liées aux formations primaires, pour que la force du tourisme français puisse s'exprimer dans sa capacité de formation. Et je serai amené, lors de la réunion du 19 janvier, à vous en donner les détails pour que vous soyez parfaitement acteurs de cette dynamique-là, au-delà même de la réforme de l'apprentissage qui a commencé dans les échanges que vous avez déjà avec la ministre du Travail. En termes d'emploi et de protection sociale, le gouvernement a aussi pris des mesures fortes, justifiées par la situation. Vous le savez, la protection sociale des indépendants sera confiée au régime général à compter du 1er janvier 2018. Cette réforme va améliorer la qualité de service, il était temps. Et en outre, les travailleurs indépendants, je le précise puisque j'ai été interrogé là-dessus, conserveront leurs propres règles en matière de cotisation. Ces propres règles sont justifiées par la spécificité de leur situation et donc les travailleurs indépendants bénéficieront au sein des organismes gestionnaires d'une organisation particulière conçue en fonction de leurs besoins. Au-delà de l'action des services publics que je viens d'évoquer, mon deuxième axe de travail concerne la structuration de notre offre touristique, notamment de nos infrastructures, de nos équipements et de nos capacités d'hébergement. C'est l'une des priorités de la feuille de route que nous nous sommes fixée en partant du constat suivant: notre capacité d'hébergement doit être renforcée pour répondre aux attentes des touristes. Et comme vous le savez, les 10 dernières années ont été marquées par des changements importants, s'agissant à la fois des profils des clientèles internationales et s'agissant aussi des comportements. En effet, le dynamisme important des pays émergents, associé à une clientèle européenne en quête de nouvelles expériences, nous pousse à innover pour la création et la modernisation de nos offres touristiques. C'est pourquoi la structuration de notre offre en matière d'hébergement et de services touristiques au plus proche des attentes du marché est aujourd'hui capitale. La concurrence est vive et certains de nos compétiteurs ont su s'adapter plus rapidement que nous. Cette structuration s'opère à plusieurs niveaux. Le premier concerne l'investissement pour créer de nouveaux points d'ancrage régionaux pour les clientèles internationales. Et le fonds Investissement Tourisme, qui est porté par la BPI,
créé en 2015, a permis d'engager ses premiers investissements et de soutenir le développement des entreprises innovantes du secteur. Les premiers résultats sont encourageants, mais nous devons accélérer le repositionnement de nos destinations. C'est pourquoi nous avons lancé une mission spécifique sur l'investissement dans le secteur du tourisme, portée par 3 personnalités qualifiées du secteur du tourisme. Cette mission remettra une feuille de route au Premier ministre le 19 janvier prochain lors du Conseil interministériel du tourisme auquel vous assisterez. Et l'objectif est clair sur ce point. Nous devons lutter contre la dévitalisation des stations touristiques, souvent liée à l'insuffisance ou à la vétusté de certaines offres de services et souvent liée aussi à l'insuffisance ou la vétusté d'une partie du patrimoine de logement. Et ces engagements sur l'investissement nous permettront progressivement d'y remédier. Un autre sujet qui est lié, qui est tout aussi important et qui vous préoccupe directement, concerne les nouveaux acteurs de l'économie numérique. En la matière, le gouvernement est mu par un principe simple, faire en sorte que l'irruption des nouvelles technologies et de nouveaux usages ne se fasse pas au détriment des acteurs du tourisme. Et c'est à partir de ce principe qu'il nous faut décliner les conséquences. La loi pour une République numérique promulguée en octobre 2016, dont les décrets d'application, Monsieur le Président, sont en cours de publication, nous y aidera. En tout cas, j'y veillerai personnellement. En particulier, le fait que l'on puisse valider l'enregistrement des résidences principales. C'est vrai qu'il n'y a pas un caractère obligatoire généralisé, mais ce principe-là est tout à fait essentiel, même s'il ne fait pas l'objet d'un décret. En tout cas, l'orientation a été prise et il faut que nous puissions trouver avec les maires cette volonté partagée. C'est particulièrement vrai pour les maires des villes touristiques. Le maire de Reims et la présidente de la communauté m'en parlaient tout à l'heure, mais il va falloir généraliser ce dispositif pour faire en sorte qu'il soit parfaitement lisible et transparent. Par ailleurs, les 3 décrets qui ont été publiés le 5 octobre dernier concernant la loyauté des plateformes et l'information des consommateurs sont essentiels. Chaque plateforme en ligne, qu'il s'agisse d'hébergement ou d'autres activités, a ainsi l'obligation d'indiquer si l'offre émane d'un professionnel ou d'un particulier. Et les avis en ligne devront également faire l'objet d'une information loyale, claire et transparente. Et le décret explicitant les modalités de sanction au manquement des plateformes sera publié, parce qu'il ne suffit pas de publier le décret, il faut aussi les pénalisations qui seront articulées avec ces décrets. Enfin, un décret interviendra afin de mettre en œuvre la transmission automatique des revenus des hôtes à l'administration fiscale. Voilà le paquet. Alors ce paquet sera publié, il est en partie engagé et il sera totalement appliqué. Ce que je souhaite, c'est de faire en sorte que nous soyons assurés, dans l'intérêt de nos visiteurs et dans l'intérêt de l'industrie du tourisme, qu'il y ait un cadre réglementaire complet, avant même, efficace et opératoire, avant même l'arrivée des grands événements que la France va connaître, que ce soit la Coupe du monde de rugby, que ce soit les Jeux olympiques, que ce soit, je l'espère, l'exposition universelle en 2025. D'une manière générale, mais ça dépasse uniquement le cadre de vos activités, l'activité économique numérique pose aujourd'hui un défi aux critères classiques d'imposition des entreprises. Le tourisme, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie, n'échappe pas à cette réalité. Il faut donc le combattre. De la valeur est créée, des transactions sont réalisées sur le territoire national et européen sans que la présence physique des entreprises soit nécessaire pour cela. Nous travaillons donc à des projets de taxation qui visent à faire en sorte que le caractère immatériel de l'activité numérique n'échappe pas à une imposition adaptée. Voilà nos engagements. J'ai l'habitude de tenir les miens. En tout cas, je les annonce ici officiellement au nom du gouvernement. Mesdames et messieurs, le renouvellement de notre offre touristique s'opère aussi par le développement d'activités et de services en adéquation avec les aspirations du touriste d'aujourd'hui. C'est le but des 5 pôles d'excellence créés par mon ministère et dédiés à l'écotourisme, à l'œnotourisme, au tourisme de savoir-faire, au tourisme nocturne
et au tourisme de montagne en été. Mais je voudrais rajouter un autre point. Je souhaite que nous encouragions aussi le tourisme d'affaires comme un des pôles d'excellence supplémentaires. Paris est aujourd'hui à la première place du classement qui recense les villes d'accueil des congrès internationaux. L'objectif est désormais que cette excellence se diffuse ailleurs en France. C'est pourquoi l'État, les collectivités et les professionnels ont signé un contrat de filière, rencontre d'affaires et événementiel, et ont présenté une feuille de route de 50 mesures pour développer ce secteur qui représente 7,5 milliards de retombées annuelles et environ 15 millions de visiteurs par an. Et avec notre opérateur Atout France, très actif sur le segment du tourisme d'affaires, nous nous engageons ainsi à créer un cadre favorable et attractif aux entreprises organisatrices d'événements professionnels et d'événements grand public. Enfin, le troisième pilier de la réussite de notre stratégie consiste à mieux promouvoir notre offre. La richesse et la diversité touristique de la France font bien sûr notre force, mais paradoxalement, elles font aussi notre faiblesse en matière de communication. En effet, cette diversité empêche parfois la bonne compréhension pour les touristes internationaux, et surtout ceux de pays lointains, de ce qu'il est possible de faire dans telle ou telle région. Et donc nous avons cette contradiction à gérer. Notre richesse, notre diversité, et en même temps la qualité du message pour permettre la prise en compte de la richesse et de la diversité. Et donc, face à une concurrence internationale accrue, notre territoire doit réaffirmer sa place de leader par le biais d'une stratégie de promotion cohérente et structurée. Et il y a là un double effort de lisibilité et de visibilité que nous devons mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, 16 marques mondiales ont été créées. Et là encore, ma méthode est celle de l'unité et de la cohérence. Elle vise à impliquer les acteurs touristiques publics et privés dans la mise en œuvre d'une stratégie commune de destination pour valoriser la diversité de l'offre touristique française. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective-là que j'ai souhaité associer davantage les régions à cette stratégie. Parce que les régions sentent ces réalités et que si l'on veut relayer nos attractivités, si on veut mettre en avant la diversité de notre richesse touristique, il faut mettre en avant les acteurs qui sont à même aussi de répandre et d'insuffler, de diffuser et d'irriguer l'ensemble du territoire. J'ai bien entendu votre appel sur la ruralité, mais précisément le fait de faire intervenir les régions dans la diffusion de l'offre touristique permettra la mise en valeur de la ruralité, parce que les régions sont très sensibles à ce fait. Je ne parle pas uniquement de la région dont je suis originaire. Parlant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que c'était une nécessité. Et donc, on va mettre aussi les régions à l'œuvre dans la nécessité d'irriguer la politique touristique sur l'ensemble du territoire national et singulièrement dans l'ensemble de la ruralité française. Ces marques ont été créées, ces marques connaissent déjà un certain succès. À nous de renforcer la promotion de ces marques et de faire en sorte que ces marques soient vraiment irrigantes sur l'ensemble du territoire national. Pour mieux promouvoir, il faut des moyens. C'est la raison pour laquelle le financement d'Atout France sera pérennisé. J'ai également souhaité que l'attribution d'une partie des recettes liées à l'augmentation des délivrances de visas serve au développement de l'attractivité touristique et permette aussi à Atout France de poursuivre et de renforcer son action. C'est aussi dans le même état d'esprit que nous avons décidé un nouvel accompagnement pour la promotion de la gastronomie française dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité. Et cet accompagnement fera l'objet d'un traitement particulier en 2018 et en 2019 avec des financements supplémentaires de 4 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, dans une volonté de donner de l'envie de France, y compris dans le domaine de la restauration. Et donc nous aurons l'occasion ensemble de discuter de l'application de ces dispositifs nouveaux que j'ai décidé de mettre en œuvre. Enfin, la promotion de la destination France doit aussi utiliser le potentiel des nouveaux outils numériques. C'est essentiel car c'est aujourd'hui et de loin le premier canal d'information des touristes. Et notre opérateur Atout France lancera bientôt un nouveau portail
France.fr, qui regroupera en 16 langues l'ensemble de nos marques, l'ensemble des marques qui structurent notre offre et qui rendra d'autant plus visible nos destinations auprès des acteurs d'influence et des touristes internationaux. Il existe encore d'autres manières d'améliorer les choses, j'en suis convaincu. J'avais lu vos observations et vos propositions lors de la campagne présidentielle, en particulier sur l'attractivité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confié à Jacques Barré, président du Groupement national des chaînes, qui est présent ici, que j'ai vu tout à l'heure, à Germain Lelarge, président du Nord au Sud Investissement, et à Christian Manteil, le directeur général d'Atout France, une mission d'identification des leviers disponibles pour renforcer les moyens de promotion de la destination France. Ils me rendront, alors ce sont pas, quand je demande des missions, c'est vrai pour la mission investissement et c'est vrai pour celle-ci, c'est des missions rapides afin de dégager au plus vite les décisions d'action. Et j'ai demandé à ces trois acteurs, et M. Barré le sait bien, de me rendre dès janvier leur rapport afin que je puisse faire acter par le Conseil interministériel les décisions nécessaires, pas au Conseil de janvier, mais au Conseil suivant. Voilà, mesdames et messieurs, les piliers du tourisme français que je veux développer dans ma fonction de ministre chargé de catalyser l'action de tous les ministères dans la perspective du renforcement du tourisme français. Je tiens à saluer l'action résolue de votre président, Roland Higuy, infatigable défenseur de votre filière, qui a œuvré au rapprochement de différentes entités du tourisme en créant la Confédération des acteurs du tourisme en juillet dernier, et c'est une bonne chose. Je suis frappé par votre unité. Vous êtes très divers et vous êtes unis. Et vous êtes unis par un seul objectif qui nous rassemble tous, l'attractivité, le développement du tourisme sur nos territoires et donc du coup la vitalité de nos territoires. Et je sais que nous pouvons compter sur vous tous, sur votre énergie, sur votre inventivité, sur votre savoir-faire, pour que ce trésor national qu'est le tourisme permette le succès de la France. Vous avez dit quand le tourisme gagne, c'est la France qui gagne. Je partage ce point de vue. Il fut un temps où j'avais déclaré, c'était dans des fonctions antérieures, mais ça concernait le tourisme, nous sommes en train de passer du tourisme de cueillette au tourisme de conquête. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans la conquête et je suis convaincu que nous gagnerons. Merci.